Bienvenue à tous sur cette tranche de la chronique où nous recevons notre consultant politique, Agapit Napouloma Forika. Bonsoir. Bonsoir Derek, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Comme je vous l'annonçais, chers téléspectateurs, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a transmis la liste électorale informatisée liée à la Sénat. C'est après-midi 6 600 572 potentiels électeurs. Une liste élaborée après des mois d'affichage et de correction. Agapit Napoléon Mafroikan, on peut dire que le processus se poursuit après tout ce qu'on a entendu au lieu autour de la liste électorale. Écoutez, oui, la liste électorale, on peut dire plutôt que nous amorçons effectivement les bons virages pour aller aux élections dans la mesure où la liste électorale est la première matière. Comme je le dis toujours, c'est le matériel de base. C'est la fondation même, c'est l'élément primordial d'une élection. Il faut une liste électorale, il faut des gens pour aller élire. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le peuple qui doit aller aux urnes le 8 janvier prochain est connu du point de vue générique. C'est-à-dire que le travail que fait l'Agence nationale d'identification des personnes est un travail sur l'état civil. Et au regard de l'état civil, de son évolution et de la correction de ces données, nous sommes aujourd'hui un peu plus de 6 millions à pouvoir être en mesure d'aller aux urnes le 8 janvier. Alors, comme je l'ai dit déjà une fois, l'ANIP n'est pas un déterminant majeur de l'élection, mais c'est un partenaire stratégique. Et technique. C'est un partenaire technique et stratégique du processus, dans la mesure et l'ANIP joue un rôle global dans lequel l'État central se retrouve. On a beau lui arracher l'organisation stricte directe des élections, mais l'État central garde la main parce qu'il y a des fonctions régaliennes dont l'État civil constitue, par exemple, et c'est dans ce cadre que l'ANIP intervient. Donc ce qui est remis ce jour, ce n'est que la liste électorale informatisée provisoire. C'est important d'ajouter le provisoire, l'EIP, parce que la liste électorale informatisée va en être extraite après des corrections. C'est la Sénat qui prend la main donc de la gestion de la liste électorale, étant entendu que c'est elle l'organe de gestion des élections. Donc, il ne faut pas que les confusions restent dans les ce que l'ANIP a rendu aujourd'hui, c'est la liste électorale informatisée, mais c'est provisoire. Ouais. Elle est extraite du registre national. L'article 124 donc, de la loi 2013-143, si je me trompe, donc, du 15 septembre 2019-53 du portant code électoral en République du Bénin. Donc, je pense que c'est l'article 124. Et donc, cet article précise donc que la liste électorale informatisée provisoire, c'est 120 jours avant les élections, cette liste est remise à la Sénat et est extraite plutôt donc du registre national. Maintenant, cette liste est présentée par centre de vote. Une fois que la Sénat prend la main, elle va corriger la liste et donc ça va devenir la liste électorale informatisée. Et donc, il faut saluer le respect, surtout donc du délai. Nous sommes à 120 jours, effectivement. Nous sommes aujourd'hui le 8 novembre. Nous allons aux urnes le 8 janvier. Nous sommes exactement à 120 jours et la liste a été rendue. Il faut saluer le travail de l'ANIP. J'ai apprécié le discours du président de la Sénat, Sakalafia, qui a vraiment salué le fait que le président de l'ANIP ait pu intercéder aux doléances donc de la société civile et de certains partis politiques et qui aujourd'hui nous permet de rendre un document en tout cas suffisamment fiable pour que nous continuions le processus avec beaucoup moins de friction et donc de supputation. Oui, Agapit Napouloma Forika, en dehors de ce que le président de la Sénat a dit, on peut quand même aussi saluer les actions qui sont menées pour que chaque citoyen connaisse son centre de vote. Vous avez reçu votre message. Ah oui, moi j'ai reçu mon message. J'ai reçu mon message. Je connais mon centre de vote, je connais mon bureau de vote. C'est le même depuis la LEPI. Ça n'a pas évolué. Et je salue un peu le travail qu'ils font à ce niveau-là. Je dois dire que donc, la liste électorale doit être affichée. Donc, tant que ça devient une liste électorale, elle va être affichée pendant 15 jours. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu, ils peuvent encore patienter, ils peuvent encore aller réclamer. Il y a toujours la possibilité donc de corriger. Alors, peut-être une précision, c'est que 6 millions et 4 Béninois aux urnes, pas évident
pas évident parce que c'est une liste seulement virtuelle et qui prend en compte des gens, ceux qui ont eu 18 ans. Il y a plusieurs paramètres que la loi a précisé. Donc, il va falloir peut-être trouver le mécanisme pour qu'on sache réellement le nombre de Béninois, disons, proches de la réalité, même si on laisse l'indice d'erreur mondialement reconnu. Il faut peut-être travailler à avoir peut-être le nombre de Béninois. Ce nombre, nous l'avions de manière concrète lorsque nous allions à la liste manuelle. Mais bon, vous voyez, aujourd'hui, depuis 2011, on a fini avec la liste manuelle. Et heureusement, fort heureusement d'ailleurs, parce que ça créait énormément de problèmes. Je ne peux pas vous dire que c'est cette liste qui a fait en sorte qu'en 2001 par exemple, il y a eu ce qu'on a appelé le match amical, in fine, entre Benoît Moussoul et Mathieu Kérékou. Tout simplement parce que le président Soglo, qui est venu au second tour, a refusé d'y aller. Le président Ngwedi, troisième, a suivi le président Soglo. Il a fallu que ce soit le quatrième qui rencontrera le premier, et ça a donné ce qu'on a appelé le match amical. Donc, c'est sur fond de crise sur la liste électorale. Donc, aujourd'hui, il est à saluer les avancées que nous avons eues dans la gestion de ce document précieux. D'accord, rapide Naboulama Forikan, c'est le premier sujet dont nous devrions parler avec vous. Le second sujet, c'est bien sûr lié au quitus fiscal, la polémique qui semble continuer. On parle déjà des déclarations ou diverses affirmations via différents canaux de certains candidats de partis, en l'occurrence le parti Les Démocrates. On parle déjà de Nadine Okumansou qui parle de non-délivrance de son quitus fiscal après avoir été escroqué entre griffes. Non, délivrance, elle a reçu son... Oui, avant, elle a dit avant qu'elle ne reçoive, elle a écrit sur les réseaux sociaux qu'elle a été escroquée et qu'elle n'a pas reçu son document. Est-ce que ce sont des expressions qu'on devrait quand même utiliser à l'égard d'une direction quand même de l'État? Non, vous savez, comme je l'ai dit déjà il y a quelques jours, le travail que nous devons faire, le travail citoyen, c'est que nous apprenions aux Béninois, enfin, aux enfants, aux jeunes, aux politiques, à avoir le langage citoyen. C'est le langage citoyen, le langage de respect vis-à-vis des institutions. C'est pas parce que vous avez acquis votre liberté, votre autonomie, que vos parents deviennent des vieux gagas, des épaves inutiles. Sans eux, vous n'aurez jamais existé. Par exemple, c'est la même chose. L'État, sans l'État, je ne sais pas si chacun de ceux qui essaie d'invectiver et de mettre des injonctions, je ne sais pas si sans l'État, ils auraient eu au moins la quiétude de vivre en paix, de recourir à la police, de recourir à l'administration civile, de recourir au service civil de l'État. Je ne sais pas. Donc, il y a une éducation à faire. C'est vrai que les blogs, les réseaux sociaux, le numérique, tout ça a permis à tout le monde donc de dire n'importe quoi. Mais c'est une affaire d'éducation. Et moi, ça me fait mal que certaines personnalités entrent dans ça parce qu'ils ont besoin de se faire une certaine communication ou d'exister coûte que coûte, vaille que vaille. On ne peut pas faire une prime à l'impolitesse. On ne peut pas faire une prime, comme je l'ai toujours dit, à la défiance aux institutions. On peut réclamer, et la loi a prévu les voies de recours. Donc, lorsqu'on parle d'escroquer, c'est une allégation, c'est une insinuation. Ça peut friser la diffamation, la calomnie. Tout ça là est prévu par la loi. Mais lorsque la loi va se mettre en branle, les gens vont encore dire, mais comment on empêche l'opposition, on fait ça. Parce que on a développé la culture de l'impunité de l'opposition. L'opposition, elle a tous les droits, les pouvoirs publics n'en ont pas. C'est quelle démocratie, comment on appelle cela? L'opposition a tous les droits, les pouvoirs publics n'en ont pas. Donc, finalement, j'ai lu quand même que Nadine Okumansou soit écrit, bon voilà qu'elle a reçu. Et maintenant, c'est parce que les gens ont eu peur. Alors, bon, donc, comment l'État va avoir peur de citoyens, quand même. Soyons sérieux. Même si on veut dire comment l'État peut avoir peur d'un citoyen, l'État, il connaît pas l'essence de l'État, il connaît pas l'État. Et je pense qu'il va falloir que les gens l'aident à comprendre, à connaître l'État. Et l'aident à comprendre ce qu'on appelle l'État. On peut réclamer ses droits. On peut être ferme. On peut réclamer ses droits avec beaucoup de vigueur, sans en arriver à un langage qui frise quand même le manque de respect et de considération. L'État a besoin d'être considéré, comme je l'ai dit, parce que c'est elle, c'est moi, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous. Et sans l'État,
ce serait le désordre parfait. Je voudrais saluer par ailleurs le poste de Nourdine Saka Saleh, qui aussi n'était pas tendre, mais qui a quand même reconnu que les services de l'État ont fait ce qu'ils doivent faire finalement pour qu'ils reçoivent son étude à remercier. Et je pense que le message qu'il a porté là est un message plus, à mon avis, plus positif, parce que nous parlons quand même du contenu des messages. Chacun est libre d'être d'accord, de ne pas être d'accord avec telle ou telle chose, mais il y a la manière de le dire. Donc je pense que je salue la manière dont Nourdine Saka Saleh l'a dit. Mais de manière globale, je voudrais quand même vous dire quand même que, vous voyez, il se fait dommage que on entend très peu la prétendue société civile qui fait l'injonction à l'État. Dans ce débat-là, c'est vrai, bon, on a entendu Jean-Baptiste Léger sur une radio qui demande qu'on va là, qu'on donne tout à tout et qu'on laisse le peu. Bon, là, je comprends que lui, il est dans son monde. Il est dans son monde, mon président. Mais on ne peut pas dresser le tapis rouge à un certain nombre de langages peu citoyens, peu patriotes. Parce que même ceux qui nous ont appris le français, comme nous ont appris le droit, comme nous ont appris le droit des élections, comme nous ont appris la procédure des élections, chez eux aussi il y a des règles et personne ne peut être un civique. Un ministre civique, on le sort. Lorsque vous camouflez des trucs au fil, on vous sort. Lorsque vous êtes député, vous ne pouvez même pas rester candidat. Alors, au sein de la majorité, il y a des gens qui n'ont pas eu de critique. Lorsqu'on parle de ces questions et que l'opposition pense qu'elle est la seule à être victime, nous disons non. Et c'est peut-être ça que certaines personnalités de la société civile ou même des chancelleries se trompent parce que nos lois sont nos lois. Il y en a qui les connaissent. Par exemple, au niveau de la majorité, il y a très peu de bruit. Mais le porte-parole du gouvernement l'a dit récemment dans sa sortie. L'honorable Aladati l'a dit. Je pense que Christian Hundalungu, qui est le chef de l'administration de l'UP, l'a dit. Il me semble qu'au niveau du Bénin, quelqu'un l'a dit. Au niveau de Moël Bénin, quelqu'un l'a dit. Ils ont des candidats potentiels. Ils ont des candidats positionnés qui n'ont pas encore reçu leur fichier fiscal à la date de ce 8 novembre, par exemple. Au niveau de l'UP, on peut peut-être citer l'honorable Sion Ibo, par exemple. Il ne l'a pas encore, parce qu'il doit. Et ils sont en train de, bon, enfin, je pense qu'il est en négociation pour parler, ou alors l'administration fiscale travaille sur son cas. Le maire Ogassi Akwaku de son Bosito, ou même au niveau du bloc républicain, on peut évoquer le casteur d'un Sado. Bon, moi je parle français, non, parce qu'ils ont été élus, ils n'ont pas fait du bruit parce qu'ils savent que c'est leur devoir de régler le problème. Et en dehors de ces trois, il y en a beaucoup d'autres. Alors, ils doivent à l'État, c'est vrai. Mais il y en a au niveau de l'opposition qui doivent ça faramineux. 600 millions, 800 millions. Et qui, c'est vrai, on ne les voit pas en train de crier. Mais quand on dit qu'on ne veut pas donner à l'opposition, mais c'est ça. On crée une situation, disons, d'injustice. On accuse d'abord l'autre. Et on est injuste vis-à-vis des autres. Des autres camps, qui ne font pas de bruit, mais qui sont dans la même situation. C'est à croire que des gens sont estampillés opposition. Lorsqu'on commence à sortir des chiffres, c'est le directeur général des impôts devrait aligner ces chiffres-là, mais il y en a qui auront du mal à prendre encore la parole publiquement. Ça pose un problème. Donc, voilà un peu. Moi, je pense qu'il faudrait que chacun sache raison garder. La question, elle est délicate. Mais ça montre comment la réforme était pertinente, était nécessaire. Si elle n'a pas existé, il aurait bien fallu l'introduire. Parce qu'aujourd'hui, les fonds qui entrent dans les caisses de l'État, rien que pour ces élections, c'est important. Donc, du coup, ça montre que nous sommes des inciviques fiscaux. Et lorsque vous avez envie d'aller à ces genres de rencontres, pourquoi pas? Moi, j'ai lu Nourdine Saka Saleh qui dit, mais pourquoi on ne va pas l'étendre aux ministres? Pourquoi pas? Je suis partisan qu'on étende tout ça à des gens qui aspirent à des responsabilités et qui doivent nous démontrer que fiscalement, ils sont zen. Tout au moins, ils peuvent devoir. Mais ça veut dire qu'ils ont avec l'État un échéancier. Tout se gère dans cette... Il faut simplement créer le contact, montrer sa bonne foi et le reste doit pouvoir aller. Moi, j'estime qu'il faut saluer les partis de la majorité présidentielle. On va dire oui, c'est la mouvance, c'est le peu. Non, c'est pas la mouvance. Les députés qui n'ont pas eu, ceux qui n'ont pas eu, auraient peut-être bien voulu se positionner. Ils n'ont pas pu, peut-être parce qu'ils ne sont pas à jour. Il y a tellement de personnes qui peut-être, parce qu'ils ne sont pas à jour, à ce niveau-là, ils se sont dit, j'abandonne. Alors pourquoi, alors que le principe, pour aller aux élections, il y a le principe de l'égalité, pourquoi certains vont s'abstenir?
Pourquoi on ne parle pas de certains et on parle d'autres? Je pense que, je continue de le dire, l'opposition il n'y a pas un droit spécial pour l'opposition. Il n'y a pas un droit de non-respect des textes pour l'opposition, à mon avis, à moins qu'au niveau international, qu'on ne constate pas des pactes, pas des conventions. Parce que quand j'entends ces choses, je me dis, mais sur la base de quoi nous parlons? Si la loi est la même pour tous, mais pourquoi on pense qu'on doit faire des dérogations particulières parce que certains sont les derniers de la classe? Ça pose un problème d'éthique toujours et de vision. Et on a l'impression qu'on se perd, on ne sait pas où on va. Non, il faut bien qu'on sache Où on va. Car, comme dirait l'autre, il n'y a pas de vent favorable à celui qui sait où il va. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican, et c'est ainsi que s'achève la chronique de ce mardi 8 novembre 2022. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct, le compte Twitter Etele Live, notre chaîne YouTube Etele Benin et en direct via notre application iOS et Android Etele Benin. Etele avec vous, pour vous.